J'ai essayé de réfléchir sur justement ce que voulait dire le bol dans notre univers national, enfin dans cette partie du bassin de la Méditerranée qui est le nôtre, où on a des racines communes, disons, semble-t-il, pour le bol, entre l'Italie, l'Espagne et chez nous, le monde gaulois. Et j'ai essayé de réfléchir sur les usages et fonctions et ce que voulait dire bol aussi depuis l'époque proto-historique. Alors, dans l'époque antique, les premières formes de bol, le bol est probablement, chez nous déjà, une forme première de l'usage, et elle dérive très probablement d'un travail d'argile appliqué sur une corbeille d'osier qui a servi, après cuisson très rapide sur la braise, à réaliser un petit bol pouvant contenir un liquide. Ça, c'est les premières formes que l'on peut dont on peut trouver les traces très probablement déjà sur notre territoire, enfin sur le territoire qui constitue l'actuel pays. À l'époque antique, la fonction du bol est une fonction qui se confond avec celle de la coupe, parce qu'on parle souvent du bol, mais les formes que l'on voit, comme ces formes sigillées par exemple que l'on voit là, on l'appelle bol depuis la classification qui a été mise en place par les Allemands et surtout en France par Joseph Deschlet. À l'époque antique, on a toute une série, en particulier dans la céramique sigillée, de coupes qui ne sont pas des bols, qui servent probablement à l'usage de la table, qui sont des pièces de semi-luxe. La céramique n'est pas une céramique de luxe, au sens où on l'entend. C'est une céramique de semi-luxe. C'est une céramique qu'on trouve partout, dans les habitats les plus diversifiés. Elle s'oppose bien sûr à la céramique en terre cuite qui n'est pas protégée de la même façon, mais ce n'est pas une céramique tout particulièrement luxueuse. La céramique luxueuse de l'époque, et on en trouve des vestiges, encore heureusement, aujourd'hui, c'est la vaisselle d'argent. La sigillée permettait de répandre des pièces en très grande quantité sur le marché, des pièces plus résistantes pour les pièces en particulier, pour l'usage du quotidien, pour éviter que la graisse ne pénètre trop dans les pièces. Ces pièces qui sont relativement imperméables par rapport à la poterie et qui permettent un usage plus fréquent. Alors, cette production gallo-romaine, très importante à la Grosse Cinq-Lezoux, va se rompre à la fin de l'Antiquité. Tout simplement parce que les moyens de communication ont changé et que les échanges ne se font pas sur des grandes distances, mais se font sur des petits territoires. Durant toutes ces périodes de l'Antiquité, la céramique est concurrencée visiblement par la boisellerie. Les bols sont en bois. On en trouve d'énormes quantités, enfin on en trouve des quantités dans les flux subaquatiques. Et en particulier sur le site de Charavine, pour le Xe siècle, on a de très nombreux exemples de bols en bois. Donc, ce qui veut dire que plus anciennement, cette forme devait être extrêmement répandue et peut-être la plus fréquente pour des problèmes d'usage. Car si vous avez une boisson chaude, et la boisson chaude de l'époque c'est plutôt la soupe, si vous avez une boisson chaude, la terre est peu pratique pour cela. Et le bois pouvait permettre un usage sans brûlure et facile, et en plus ce sont des pièces relativement peu fragiles. La grande révolution du grès dans le Beauvaisis au XIIIe siècle va permettre. C'est une révolution technique, parce que le grès, comme vous le savez, permet de conserver des aliments et d'utiliser une pièce d'une manière répétitive, sans que les aliments pénètrent dans la terre poreuse. Le grès n'étant pas poreux, le grès permet de multiples usages pour la conservation des aliments, pour la commercialisation des aliments, mais aussi pour la consommation. Les grands centres de production du grès, contrairement à ce qu'on peut imaginer, ne sont pas la région rhénane, mais c'est le Beauvaisis qui a véritablement produit une révolution dans ce domaine-là, et c'est des pièces qui apparaissent surtout à partir du XIIIe siècle. C'est une céramique urbaine, qu'on trouve d'abord dans les grands centres urbains, Paris en particulier, mais aussi des grands centres comme Orléans. L'apparition de la faïence va en Espagne et en Italie, alors qu'à partir du XVe et du XVIe siècle, voir apparaître justement cette forme de la coupe, on en connaît. Le problème, c'est que ces coupes, rapidement, sont munies d'oreilles, pour un problème d'usage. Et donc ces coupes, on va les appeler des écuelles. À partir du moment où elles sont munies d'oreilles. Le bol tel qu'on l'a dans le subconscient, le bol de la table, apparaît surtout avec la mise en place de l'industrialisation de la faïence fine à la fin du XVIIIe et surtout au tout début du XIXe siècle. C'est une production qui va devenir abondante à ce moment-là, qui correspond surtout à la consommation de la soupe
bien évidemment, hein, qui est de la grande consommation du matin dans les milieux populaires jusqu'au début du XXe siècle. La faïence fine dans les grands centres de production, ça va être Creil et Montereau, puis Gien et les ensembles de l'Est de la France, en particulier Sarreguemines et Lunéville. Le bol, pour la tradition du thé et du café, apparaît en milieu urbain, en fouille, à partir des années 1700-1715. Ce sont des tout petits bols en porcelaine de Chine, d'importation, avec un décor en bleu et blanc. On en a trouvé beaucoup en fouille urbaine à Orléans au moment de la fouille dite de la place du Martroi, pour un habitat qui avait été un ensemble de maisons bourgeoises qui avait été arasé complètement pour la construction sous Louis XV de la place royale d'Orléans. Donc avec un milieu extrêmement daté, on a beaucoup de pièces de ce type-là. Et un des grands centres de production en France de ces petits bols à thé, qui sont des tout petits bols à talons, va être Saint-Cloud. Saint-Cloud et Paris. Et là, on a une production assez abondante qui sont liées à l'apparition de nouveaux usages. Bien sûr, c'est l'usage du thé et du café qui apparaît dans les milieux bourgeois et aristocratiques à partir de la fin du règne de Louis XIV et qui se généralise dans les milieux aisés en région assez tôt. Pièces d'importation, puis ensuite imitation française en pâte tendre qu'on trouve en très grand nombre. La grande révolution du XIXe siècle, la fin du XIXe siècle, c'est l'apparition, bien sûr, des grès japonais qui font l'objet d'imitations assez tôt par Cariès et par les artistes autour de Cariès en particulier. Le bol est presque absent de leur production. Ce qui intéresse les gens de la génération de Cariès, c'est le vase. Dans l'entre-deux-guerres, le bol est pratiquement absent de toutes les productions artistiques. Ce n'est pas une pièce qui passionne du tout les grands créateurs de l'entre-deux-guerres. Et c'est véritablement, on voit dans les années d'après-guerre immédiate, entre 1945 et les années 60, le bol est pratiquement absent des préoccupations des créateurs. Il suffit de regarder des ensembles qui sont des ensembles qui sont bien connus, comme par exemple le fond de la collection Jacqueline Lerat, qu'on connaît très bien parce qu'il y a énormément de pièces conservées, beaucoup de pièces d'archives. Or, les bols sont pratiquement inexistants jusque dans les années 70. Ce n'est pas une forme du tout d'usage. Et c'est à partir des années 70 qu'il y a la révolution autour de la découverte de la cérémonie du thé en France. Il y a une révolution qui apparaît chez les potiers, où la forme du bol devient quelque chose de pratiquement mythique et symbolique, et il y a une production de bols en très grande quantité. Ça correspond à la fois à un choix des potiers, mais aussi à une demande d'une clientèle qui cherche ces bols d'usage pour le thé. L'ambiguïté du bol, c'est qu'elle est liée dans l'Asie à un usage précis, c'est l'usage du thé. Dans notre monde occidental, c'est un usage qui n'est pas du tout, qui n'apparaît pas. Notre relation bol, telle qu'on l'a définie actuellement, est une relation qui nous vient de l'Asie et qui est liée, bien sûr, à la cérémonie du thé et à l'usage du thé, et qui s'est répandue surtout dans son usage à partir des années 70. Alors que notre bol, qui est le fameux bol du café du matin, est une forme qui apparaît, qui se définit très précisément. C'est une écuelle qui va perdre ses anses, c'est plus pratique à faire, ça demande moins d'étapes technique, parce qu'une écuelle, c'est forcément une pièce qu'on tourne et sur laquelle on va rajouter avec une barbotine deux anses moulées. Donc ça demande une technicité grande. Et on va trouver, effectivement, on va mettre au point au début du 19e des bols sans oreilles, parce que c'est beaucoup plus simple à faire. C'est un geste qui permet une mécanisation de la production extrêmement rapide, ce que les fabricants de faïence fine ont compris. La forme, la fonction, ça c'est le roi Gourand qui parle de ça. Le bol a une fonction vraiment précise, mais en même temps, tout dépend de l'usage qu'on en fait. Le problème, c'est cet usage du thé qui réglemente quand même fortement l'usage du bol. Dans notre monde méditerranéen, c'est plutôt la coupe pour le vin, parce que la consommation du vin étant très importante dans notre culture méditerranéenne, qui a tenu le rôle probablement à l'époque antique du bol.